webinaire organisé par Tenerdis, accompagné par la région Auvergne-Rhône-Alpes et BPI, autour du lancement du PSPC, appel à projet, qui est l'objet du webinaire de ce jour. Je remercie tous ceux d'entre vous qui ont réussi à se connecter. Il se trouve on utilise une plateforme qui jusqu'à présent marchait très bien et qui cet après-midi nous joue des tours. Donc certains d'entre vous ont eu du mal à se connecter probablement, et il y a une petite différence entre le nombre d'inscrits et le nombre de participants actuellement au webinaire. Donc on risque d'avoir un démarrage un petit peu lent. Nos excuses auprès des intervenants qui ont bien voulu être mobilisés pour la présentation de cet appel à projet un petit peu au dernier moment. Je vais vite rentrer dans le vif du sujet, qui est cet appel à projet PSPC. Avant tout, je vais aussi faire quelques recommandations en termes de consignes et d'informations pour que ce webinaire se déroule bien. Tout d'abord, nous vous invitons tous à couper les micros et les vidéos. Il y a un chat qui est actif, donc vous pouvez poser vos questions via le chat, et ensuite, en fin de session, on a réservé un temps, en principe assez long, pour poser les questions et donner un temps de réponse pour que nos intervenants puissent répondre à tous aux questions. Ensuite, information, le webinaire va être enregistré. Donc pour ceux qui veulent le revisionner, le partager, ça sera possible. Et sachez que vous, en tant qu'intervenant ou participant au webinaire, vous êtes aussi enregistré. Voilà pour les consignes d'usage. En termes d'agenda pour le webinaire, donc on va parler exclusivement de cet appel à projet, en vous donnant tout de même quelques éléments de contexte. Pourquoi est-ce qu'on parle de ce webinaire, cet appel à projet aujourd'hui et maintenant? Pourquoi est-ce qu'on a appelé la région Auvergne-Rhône-Alpes et la BPI pour parler de cet appel à projet? Pourquoi nous, Tenerdis, on vous en parle en termes d'accompagnement, ce que ça veut dire, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec vous jusqu'aux clôtures de l'appel. Et si ce guichet ne vous convient pas, sachez qu'on travaille aussi pour identifier d'autres types de financement qui peuvent correspondre aux besoins de votre entreprise, de vos projets et de vos stratégies. Je vais passer dès à présent la parole à Anne Lebars, qui est chargée de mission Grand Projet de Recherche pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Anne, je vais couper mon micro et vous pourrez enchaîner tout de suite après. Bonjour, donc je suis Anne Lebars. Je travaille à la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la direction de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et donc, moi, je m'occupe de la coordination de 3 dispositifs qu'on a en commun avec l'État, c'est-à-dire avec un financement État et région. Donc, il y a le PSPC région que je vais vous présenter aujourd'hui. Je m'occupe aussi du PIA, donc Programme Investissement d'Avenir pour le développement des filières, et puis d'un dispositif assez structurant pour la recherche qui est le contrat de plan État-région. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'était de vous présenter l'appel à projet PSPC Région qui vient d'ouvrir le 18 septembre. Donc, je vais dérouler les diapos et ensuite, on aura un temps d'échange. Donc, le PSPC Région, c'est un appel à projet qui est nouveau. Là, c'est le 2e appel à projet. Mais ça prend la suite d'un appel à projet que vous connaissez peut-être déjà qui s'appelle le FUI, donc Fonds unique interministériel. L'objectif de ces appels à projets, c'est d'accompagner la politique des pôles de compétitivité, donc qui a été mise en place en 2005 par l'État et les régions, et d'accompagner des projets collaboratifs de recherche et développement. L'objectif, c'est de renforcer les liens entre la recherche et les entreprises, de valoriser le potentiel de R&D qui existe sur les territoires, de dynamiser l'économie par l'innovation, mais aussi de renforcer l'attractivité et de lutter contre les délocalisations et enfin de créer des emplois. Donc, on a eu 25 éditions de l'appel à projet FUI
En 2019, on est entré dans la phase 4 de la politique des pôles de compétitivité qui va s'achever en 2022. Et donc en 2019, le FUI s'est arrêté et a laissé la place à un nouvel appel à projet qui s'appelle PSPC Région, donc projet structurant pour la compétitivité. Donc ce qui est nouveau par rapport au FUI, c'est que ce n'est plus un financement sur la base de fonds interministériels, mais sur le programme investissement d'avenir qui a été fondé en 2007 avec la vente des actions EDF. Et donc, on n'est plus soumis, si vous voulez, à la délibération de la loi de finances chaque année. C'est un programme ou un fonds, en fait, qui est autonome. Donc, le type de projets qui sont attendus sur le PSPC, donc c'est des projets où on a au moins 2 entreprises qui collaborent avec des laboratoires de recherche académiques. Et ils collaborent pour produire des nouveaux produits ou nouveaux services ou des nouvelles technologies. On attend des projets qui soient fortement innovants et qui aboutissent à une mise sur le marché. Il y a 3 impacts attendus de ces projets d'innovation. C'est d'avoir des retombées économiques sur les territoires, de créer des emplois, de générer du chiffre d'affaires. Il faut aussi qu'il y ait des retombées technologiques importantes avec une identification des verrous technologiques à lever. Et enfin, on attend un effet sur la structuration des filières. C'est-à-dire des projets qui sont pas seulement au niveau de l'entreprise ou du consortium, mais qui vont aussi produire des effets sur d'autres entreprises, d'autres acteurs du territoire. Alors, ces projets peuvent être labellisés par les pôles de compétitivité. Ça, pour nous, financeurs, c'est important parce que ça nous montre la pertinence des projets qui vont être évalués par des experts de la thématique et de l'écosystème. Pour vous, porteurs, ça vous permet d'être accompagné dans votre démarche d'innovation. On s'assure aussi comme ça de la cohérence entre les projets qui sont développés et le cadre plus large de la stratégie des pôles. Et enfin, ça vous permet aussi de bénéficier, notamment pour les PME et les ETI, d'une bonification du taux d'aide qui peut être assez conséquente. C'est-à-dire que les projets labellisés sont financés à un taux plus important que les projets qui ne le sont pas. Alors, comme je vous le disais, ce sont des appels à projets qui sont cofinancés par l'État et les régions. Donc, lorsque les collectivités, alors c'est pas que les régions, c'est les régions et les collectivités, lorsqu'il y a 1 euro de financement local, ça déclenche 1 euro de financement de l'État. Donc, côté État, c'est le secrétariat général pour l'investissement qui gère le programme investissement d'avenir, le PIA, et qui coordonne le dispositif. Donc, il s'appuie pour ça sur l'expertise des différents ministères, donc bien évidemment le ministère de l'économie, mais aussi celui de la transition écologique, de l'armée, des armées, de la santé, etc. Enfin, toutes les thématiques qui peuvent être proposées dans l'appel à projet. Et l'État s'appuie sur BPI comme opérateur pour mettre en place les conventions. Donc du côté des régions et des collectivités, donc il y a une association Régions de France qui coordonne l'ensemble des régions. Et donc chaque région examine les projets qui la concernent. Et puis on va aussi faire le lien avec les métropoles ou les EPCI de notre territoire pour savoir si elles sont intéressées pour financer les projets. Et donc, c'est important de mobiliser notre écosystème pour financer les projets les plus intéressants et obtenir un financement du même montant de la part de l'État. Le calendrier de l'appel à projet, donc il a ouvert le 18 septembre et il sera clos le 3 novembre à midi. Pour déposer les projets, donc c'est exclusivement sur la plateforme de BPI, donc c'est eux qui gèrent la centralisation des dépôts de dossiers.
Il y aura des auditions pour les projets qui seront sélectionnés, qui seront organisées du 23 au 27 novembre. Donc à ces auditions participent l'État, les différents ministères, BPI et les régions concernées. Ensuite, donc il y a un comité de pilotage, toujours les mêmes représentés, qui permet de présélectionner les projets à l'issue des auditions. Et enfin, on envisage d'avoir la sélection finale, donc validée par les régions, les premiers ministres, au 17 février 2021. Donc les projets qu'on attend, donc je vous l'ai dit, ce sont des projets collaboratifs de recherche-développement avec des consortiums de 2 entreprises plus un laboratoire minimum. Parmi les 2 entreprises, il y a au moins une PME. C'est vraiment un dispositif qui vise à développer la R&D des PME. On peut être sur un consortium qui est au sein de la même région ou bien sur des régions différentes. C'est un appel à projet national et chaque région a publié un cahier des charges le 18 septembre. Le budget des projets, donc, il est de 1 à 4 millions d'euros. Il faut respecter strictement cette échelle, donc c'est pas 4 millions et 1 euro, c'est 4 millions strictement. Et il faut qu'il soit piloté par une entreprise qui réalise des travaux de R&D. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a plusieurs spécificités. Donc nous, on va demander que les projets s'inscrivent dans un des 8 DOMEX de la région. Donc pour TNR10, ce qui vous concerne principalement, c'est le DOMEX énergie. Donc on peut être dans un ou plusieurs DOMEX. Et puis, on examinera aussi en priorité les projets qui ont été labellisés par au moins un pôle de la région. Donc là, j'ai mis la liste des pôles. Donc si vous avez un projet qui est par exemple sur l'énergie appliquée à la mobilité, ça peut être intéressant d'aller voir le pôle CARA pour avoir une co-labellisation et avoir un double regard sur votre projet. Les dépenses éligibles, donc ce sont les dépenses de personnel qui sont affectées au projet, identifiées, appartenant aux catégories suivantes, donc les chercheurs, ingénieurs et techniciens, les amortissements des équipements et des matériels de recherche, et puis les travaux sous-traités à des laboratoires publics, privés ou à d'autres entités. Si un partenaire fait des travaux, mais qui représente moins de 5% de l'assiette, dans ce cas-là, on vous conseille de pas le prendre comme partenaire, mais plutôt comme prestataire en sous-traitance. Et donc, les dépenses seront éligibles à compter du lendemain du dépôt du dossier complet. Donc, en gros, c'est le lendemain de la date de clôture de l'appel à projet. Si votre dossier est réputé et considéré complet. Alors, les régimes d'aide et les taux de financement, on s'inscrit dans un régime d'aide qui s'appelle le régime exempté de notification SA 40391. Donc, il s'applique à l'aide à la recherche et au développement et à l'innovation. Donc, pour la période 2014-2020, mais ça a été prolongé. Et donc les partenaires sont financés à des taux différents en fonction de leur rôle dans le projet. Donc là, comme vous le voyez, pour les PME, le taux d'aide est de 35%, mais il va être porté à 50% si le projet est labellisé par un pôle de compétitivité. Pour les entreprises de taille intermédiaire, donc le taux d'aide est de 25%, porté à 35% pour un projet labellisé par un pôle. Et enfin, pour les grandes entreprises, il n'y a pas de bonification. Et pour les laboratoires, le taux d'aide, c'est 100% des coûts marginaux, donc des coûts additionnels dédiés au projet. Il y a plusieurs critères de sélection pour les projets. Donc, on va regarder le caractère innovant et la valeur ajoutée du projet, son caractère stratégique, donc à l'échelle nationale, régionale, et on va regarder si la collaboration entre les acteurs est structurée et voir aussi si elle aura un effet diffusant au sein de la filière
notamment pour les entreprises impliquées. On regarde bien évidemment l'impact économique du projet et la capacité du consortium à porter le projet. Donc là, ce qu'il y a derrière, c'est sa capacité financière à effectuer les dépenses du projet. Et enfin, il y a des critères d'éco-conditionnalité. Eh bien voilà, j'en ai fini. Vous avez là les différents contacts et l'adresse à laquelle vous pouvez télécharger le cahier des charges. Merci. Merci Anne pour ces informations. Donc vous restez avec nous et vous pourrez participer au temps de questions et de réponses et surtout de réponses en fait. Donc pour la dernière partie de notre webinaire, vous avez bien précisé le rôle des pôles de compétitivité dans le montage de ces projets et sur la vie des projets. Et donc je vais prendre la suite en donnant quelques éléments d'information sur Tenerdis. Euh, Hop, une seconde, je n'appuie pas sur le bon bouton. Voilà. Donc, pour Tenerdis, pôle de compétitivité de la région sur la transition énergétique, je vois dans la liste que vous êtes nombreux à nous connaître. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la présentation, juste pour poser quelques fondamentaux et vous rappeler deux, trois éléments sur le positionnement du pôle Tenerdis. Donc, on est un pôle sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme l'a souligné Anne Lebars. Dans cette histoire de PSPC, il y a un focus qui est marqué sur la région. Néanmoins, nous travaillons aussi avec d'autres pôles et pour les membres qui sont dans d'autres régions, il est possible de travailler sur la collabilisation de projets collectifs. En termes de chiffres et d'indicateurs, sur l'année 2019, Tenerdis, on a on a fidélisé, accompagné, valorisé les activités et les projets de plus de 230 adhérents. Et notre souhait, c'est de continuer à dynamiser cet écosystème pour créer plus de valeur dans l'écosystème et aussi pour vous permettre de bénéficier d'un nombre plus grand de compétences, de ressources et de marché potentiel, parce qu'on va aussi vous accompagner sur la partie marché de vos projets. Et c'est l'objet du petit logo que vous voyez en gauche, qui s'appelle Energize by Tenerdis, qui va valoriser les solutions qui sont issues des projets. Donc, tout ce qui est présenté là sur la partie montage de projet, faut aussi le voir dans la durée, pour que les produits et les solutions qui sont issues des projets soient aussi l'objet de valorisation pour le pôle et ses partenaires, d'où nos activités d'animation de filières et les invitations aux événements que vous recevez régulièrement. En termes de positionnement thématique, cette fois, donc nous sommes sur les enjeux de la transition énergétique. Vous voyez affiché à l'écran les 6 domaines d'activité stratégiques sur lesquels nous avons positionné nos actions sur notre feuille de route 2019-2023. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces domaines d'activité stratégiques. Sachez juste qu'ils sont complètement alignés avec les domaines qui ont été présentés auparavant par Anne Lebars et que pour les sujets qui sont connexes à d'autres pôles de compétitivité, on peut travailler en lien avec nos partenaires, aussi bien au niveau régional que national. En termes d'accompagnement à l'innovation chez Tenerdis, donc nous, du point de vue de l'équipe innovation, ce qui va être important, c'est de faire en sorte que vous construisiez des projets gagnants. Pour construire un projet gagnant, Anne vous a annoncé quelques éléments du point de vue du financeur. Ce qui est aussi important, c'est de prendre connaissance et prendre conscience de ces éléments gagnants du point de vue de votre entreprise pour être sûr que le projet que vous allez construire, il corresponde bien à votre entreprise, qui est un des premiers éléments pour le succès de votre projet. En termes d'accompagnement chez Tenerdis, on va vous proposer une offre qui se décline en plusieurs temps, de la phase d'émergence, de labellisation, de financement
et d'accompagnement. Sur la phase d'émergence, on va vous aider à identifier les sujets. C'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui. On va travailler sur le cahier des charges qui vous a été présenté. On pourra vous le redétailler en cas de nécessité. On va construire la proposition en étant accompagné par des experts du pôle, et cet accompagnement va être consolidé, visibilisé en quelque sorte par l'octroi du label TNR10. Et ce label atteste de la pertinence du projet par rapport aux ambitions du guichet visé, et il aura un véritable effet de levier en termes de captation de financement. Et ensuite, sur les financements, là, on va travailler la main dans la main avec les financeurs pour que l'assiette identifiée soit pleinement incluse dans voilà, qu'il y ait une bonne adéquation entre ce qui est finançable dans le cadre du guichet visé et ce que vous voulez faire. Et ensuite, une fois que le projet est financé, on va travailler au sein de notre réseau pour valoriser ce qui est fait en cours de projet et à la fin du projet. Dès à présent, quelques facteurs clés de succès sur un projet collaboratif. C'est un projet qui va être anticipé. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on fait ce webinaire à quelques semaines de la clôture de l'appel. Il est possible, si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore complètement décidé de travailler sur une réponse à ce guichet. Néanmoins, ça n'est envisageable de pouvoir déposer correctement une offre si le sujet qui est proposé a déjà été réfléchi, si vous avez une vision sur ce que vous attendez de ce projet, et si vous avez anticipé le fait que les résultats du projet vont être alignés avec les feuilles de route de nos partenaires et des acteurs des filières concernées. Il faudra que ce projet soit en adéquation avec votre entreprise, avec la stratégie de votre entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans la conduite du projet où il peut y avoir des choix à faire. Il ne faut pas que ces choix soient remis en question parce que le projet identifié était marginal par rapport à la stratégie de l'entreprise. Pour être sûr que ce projet puisse être mené à bout, il faut être, dès le démarrage, complètement aligné avec les investissements qui sont faits par ailleurs au sein de l'entreprise. Ensuite, bien sûr, il faudra qu'il y ait une adéquation parfaite entre le projet et le contenu du cahier des charges. Autre élément clé qui doit être travaillé dès à présent sur votre projet, c'est l'évaluation de l'impact économique. Donc, ça a déjà été mentionné par la région tout à l'heure. Faut aussi voir pour chacun des partenaires qu'est-ce que ça veut dire l'impact économique du projet, comment ça se décline à court terme, à moyen terme, et quels moyens on se donne pour atteindre ces objectifs économiques. L'idée, c'est pas seulement de se dire je vais créer tant d'emplois, mon chiffre d'affaires va se développer de tant de pourcents, c'est aussi quels moyens je vais me donner et comment est-ce que toute l'entreprise va s'aligner pour atteindre ces objectifs-là et quel effet rebond ça peut avoir. Et ensuite, il y a un dernier point sur lequel je me permets d'insister parce que il y a une forte culture technologique dans les projets des pôles de compétitivité sur lesquels on essaye de pallier aux difficultés que ça présente, c'est-à-dire que on sait qu'il faut intégrer les objectifs sociétaux et les usages dans la construction des projets. Néanmoins, on voit encore beaucoup de porteurs qui le font une fois que tout le reste est déjà calé. Et c'est vraiment dommage. Et un des messages qu'on aimerait faire passer aujourd'hui, c'est que cette notion d'intégration, usage et objectifs sociétaux doit être faite le plus en amont possible des projets. Et voilà pour ces éléments de contexte TNR10. On va rentrer plus en détail sur cette notion de labellisation et c'est Nadine Robinet-Leoffré qui a préparé ce webinaire et qui va prendre le relais et qui vous accompagnera aussi avec le reste de l'équipe TNR10 sur le montage de vos propositions. Bonjour, merci Céline. Alors, je te demande juste de couper le son. Elle est juste à côté de moi, qu'on vérifie. C'est tout bon? Super. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais partie de l'équipe innovation et on sera plusieurs, personnes à vous accompagner sur le PSPC Région en fonction aussi de vos domaines d'activité stratégiques respectifs à chacun.
Donc là, je suis plus présente aujourd'hui pour vous expliquer ce qu'est le processus de labellisation au sein de Tenerdis, puisque chaque pôle a son processus adapté avec voilà, des timelines et des guides qui sont un peu différents. Céline vous a déjà parlé justement de ce qu'était la labellisation, qui atteste donc de la qualité du dossier, de l'adéquation des attentes des financeurs et également de la stratégie du pôle. Pour ce qui est de la labellisation Tenerdis, les partenaires régionaux des consortiums doivent être adhérents de Tenerdis ou alors adhérents d'autres pôles en région, par exemple pour le PSPC région. Donc ça peut être des pôles qu'a cité Anne précédemment, Minalogique, Cara, etc. Le label prendra la forme d'un courrier qui sera à joindre au moment du dépôt. Et donc, ça soutient, du coup, ce soutien constitue une reconnaissance par un système et il est reconnu donc par les pouvoirs publics et les autres adjudicateurs potentiels. Ce que je voulais vous préciser par la suite, c'est plutôt les différentes étapes du processus de labellisation qui coïncident aussi avec les étapes d'accompagnement à l'innovation que Céline a précédemment présentées. Donc la première phase, la phase d'émergence, donc c'est aussi le recueil des idées de projet, l'orientation vers les bons guichets de financement. Vous êtes nombreux à vous être connectés aujourd'hui. On avait aussi indiqué dans la page d'inscription si vous souhaitiez répondre ou non au PSPC Région. Donc en fonction des informations que vous allez avoir aujourd'hui et en fonction des typologies de projets, on sera peut-être amené à vous orienter vers d'autres guichets de financement. Donc on pourra du coup poursuivre les échanges par la suite. La deuxième étape, c'est l'étape de maturation. Donc, vous aider à rechercher des partenaires, à valider votre consortium, donc à faire l'interface si vous avez des questions supplémentaires auprès des financeurs et puis s'assurer de l'éligibilité de votre projet en fonction des différents critères. Sur la partie expertise, au moment où le dossier est plus ou moins constitué, où vous allez nous envoyer une première version, nous, on va s'assurer d'organiser un comité d'experts thématiques membres du réseau Tenerdis qui sont sous accord de confidentialité pour relire vos dossiers. Bien sûr, l'équipe Tenerdis et les chargés de mission relisent également vos dossiers. Et ensuite, on recueille les avis des experts et des chargés de mission. Donc ensuite, vous avez un oral qui peut être préparé auprès de ces experts. Donc là, pour le PSPC Région, ce sera le cas. Ce n'est pas le cas sur tous les guichets de financement. Donc si vous voulez vous orienter vers un autre guichet, il faudra que vous puissiez revenir vers nous pour qu'on vous indique les modalités. Ensuite, on clôt cette partie expertise par une signature d'une lettre d'engagement et l'octroi du courrier de labellisation si l'évaluation est positive. Si l'évaluation est négative, vous pouvez toujours déposer, bien entendu, mais on vous aura apporté au moins assez d'éléments pour travailler votre dossier. Et sur la partie suivi et déroulement du projet, une fois que le projet est financé, on vous accompagne également et on s'assure aussi que vous nous donniez les éléments essentiels pour qu'on puisse assurer ce suivi et valoriser aussi les résultats du projet et les produits qui en découlent. Voilà pour les différentes étapes de labellisation. La lettre d'engagement, c'est quelque chose de nouveau qu'on a mis en place cette année. Donc, pour tous ceux qui ont pu déposer des FUI ou déposer au PSPC Région ou même sur d'autres appels à projets l'année dernière, cette lettre d'engagement n'existait pas encore. Donc là, on l'a créée dans le but de valoriser l'engagement que Tenerdis fait et aussi de s'assurer de l'engagement des porteurs des deux côtés. Donc, c'est à la fois s'assurer qu'on puisse mettre nos compétences à votre disposition, qu'on veille à la confidentialité des projets, bien entendu, communiquer aux porteurs l'avis du comité de labellisation, faciliter le dialogue. Donc, c'est déjà des choses que j'ai mentionnées au préalable. Et puis, côté porteur, donc c'est plus les questions d'adhésion, de communication des décisions auprès des chargés de mission, intégrer la partie valorisation des activités de Tenerdis ou la partie promotion, quand cela peut être possible aussi, dans la réponse à vos projets. Sur le processus et le calendrier de labellisation sur ce PSPC Région, on vous a indiqué quelques dates clés. Donc, du 1er octobre aujourd'hui jusqu'au 19 octobre, on est plus dans la phase d'émergence des projets, de maturation du consortium. Donc, si vous avez des questions liées au montage du dossier, liées à un partenaire qui manque, une typologie de partenaire qui manque dans votre dossier, si vous voulez assurer que la thématique rentre bien ou que le projet cadre bien, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous par la suite. On a fixé la date du 19 octobre pour nous envoyer votre dossier si vous souhaitez obtenir cette labellisation, puisque derrière, il faut qu'on mobilise nos experts et qu'ils aient le temps de relire, puisque la date du comité de labellisation sera fixée au 22 octobre. Donc, ça leur laisse 3 jours pour relire les dossiers, c'est pas énorme, donc on demandera à ce que la date du 19 soit quand même respectée. On ne demande pas forcément d'avoir des dossiers complets à 100%, un dossier à 70-80% suffira pour l'avis des experts, mais il faut
faut que le fond du dossier soit là, qu'on ait au moins une idée des aspects financiers, du business plan, du business model. Après, les questions de détail peuvent se régler par la suite. Donc le 22 octobre, ce sera le comité de labellisation avec un passage oral devant les experts et devant les chargés de mission de TNR10. On demandera aussi les lettres d'engagement si elles ne sont pas disponibles au préalable. Et enfin, du 22 au 30, on vous transmettra du coup les différents retours des experts et des chargés de mission TNR10 pour que vous puissiez aussi, vous, améliorer votre dossier entre-temps. Le courrier de labellisation si le jury est positif, entre guillemets. Et puis, le 3 novembre, c'est la date de soumission des projets. Donc, on s'assurera que vous ayez les éléments avant. Et puis, n'attendez pas, comme on le précise sur tous les appels à projets, déposez pas le 3 novembre, mais essayez de le déposer 1 ou 2 jours avant pour éviter aussi que les plateformes soient saturées. Et ensuite, pour aller plus loin, donc du coup, je pense que pour la plupart, comme vous êtes adhérents, vous savez qu'on a un espace adhérent. On relaie les différents appels à projets, on les met à jour. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette page qui est régulièrement mise à jour. Aujourd'hui, on a un appel à projet méthanisation qui est sorti. On va le mettre à jour. Il sera disponible sous 2-3 jours. Donc, n'hésitez pas à aller régulièrement voir l'espace. Et vous avez une newsletter appel à projet normalement qui part tous les mois. Si vous ne la recevez pas, faites-nous aussi un mail pour qu'on puisse vous remettre dans la liste d'autorisation de diffusion de cet appel à projet. Et enfin, dernier point pour nos prochains rendez-vous. Donc, on vous a séparé la partie innovation, réseau, croissance et international. J'attire votre attention aussi sur le 15 octobre, c'est nos rencontres réseau. Cette année, on les fait en digital, situation sanitaire nous obligeant à modifier du coup notre format. Par contre, vous avez la possibilité de vous inscrire, de prendre des rendez-vous B2B. Et donc, ce sera l'idéal si vous pouvez y participer. Donc, on attend quand même d'avoir un certain nombre de participants. Avant de passer à la partie questions-réponses et d'échanges avec les experts, on va lancer une petite enquête. Si vous pouvez juste prendre le temps de 3 minutes d'y répondre. Et puis, ce sera du coup, elle s'affiche, donc je vous laisse répondre pendant que je parle. Et Valentin Maillot, chargé de mission et innovation également, prendra la suite pour animer la partie questions-réponses. Donc, il y a déjà des questions qui ont été posées dans le chat. Donc là, il les récolte, il va les rediriger vers les différents intervenants. N'hésitez pas, continuez à poser des questions, on les verra apparaître. Donc Anne, du coup, de la région est disponible. On a aussi Louisa du côté de la BPI qui s'est connectée et qui pourra également répondre à vos questions. Donc, je passe du coup la parole à Valentin. Tu peux activer ta caméra et ton micro. Je vais attendre qu'il se connecte avant. Voilà, parfait. Je te passe le relais. Donc bonjour à tous, je laisse afficher pour l'instant le temps que vous répondiez au sondage. Ensuite, j'afficherai les différentes questions sur l'écran pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. Mais du coup, ça remplace la page. Je vous laisse quelques minutes pour répondre. Pour l'instant, nous n'avons que 2 questions dans le chat, donc n'hésitez pas à en poser en utilisant donc le petit outil, le petit bouton point d'interrogation qui devient bleu, ce qui nous permettra d'afficher les questions. Voilà, donc il y avait 2 questions. A priori, je pense que tout le monde doit avoir le temps de répondre. Valentin, oui, oui, je crois que tu as une connexion un peu instable. Oui, je confirme, j'ai des petits messages qui s'affichent régulièrement. Je vais désactiver ma caméra, de toute façon vous n'avez pas besoin de me voir, et je vais passer aux questions-réponses si en cas de problème, au pire Nadine, tu pourras prendre la main. Je libère de la bande passante. Voilà, donc la première question qui nous a été posée par Guillaume Rudel, qui travaille chez GE. La part de 30% maximale pour les académiques se calcule-t-elle sur le budget ou sur les aides? Donc, c'est une question, a priori, je pense, à laquelle pourra répondre Anne Bars. Oui. Alors, la part de 30% maximum se calcule sur le total des aides. C'est-à-dire qu'on doit avoir 70% de l'aide qui est destinée aux entreprises et 30% pour les labos au maximum. Donc, il faut bien faire attention à la fin quand vous avez finalisé votre projet, de faire le calcul pour vous assurer que la part demandée pour les académiques n'est pas supérieure à 30%.
Et si ça se révélait comme ça, il faut le justifier impérativement pour que ça puisse être pris en compte par le jury. Mais bon, normalement, on respecte la partition, donc 30% pour les académiques maximum et 70% pour les entreprises. Parfait, parfait, merci. Donc en effet, une question très intéressante, hein, puisque c'est une des particularités de ce cahier des charges. C'est pas forcément une règle qui se retrouve sur tous les autres appels à projets nationaux en particulier. Donc une autre question donc d'Olivier Guérard, donc, de Lancet Energy Storage. Dans les dépenses éligibles, les coûts directs ne prennent pas en compte les consommables. Si dans le cadre d'un projet, nous avons besoin d'une large quantité de consommables avec un coût unitaire inférieur à 50 euros, donc un coût faible, comment cette dépense peut-elle être considérée? Est-ce que le fournisseur devient sous-traitant? Comment est-ce que ça va se passer si le sous-traitant en question est partenaire du projet pour une phase de développement commun? Comment vont être considérés ces coûts? Alors, je pense également que Anne, vous pouvez répondre à cette question. Oui, C'est un cas alors, particulier. non, mais on m'a déjà posé la question. Donc, effectivement, ça n'apparaît pas dans le cahier des charges, mais si vous vous référez à l'annexe financière, il y a bien une ligne qui s'appelle achat consommé ou incorporé. Donc, les consommables peuvent être intégrés dans l'annexe financière. Je ne sais pas si Louisa veut rajouter quelque chose. Alors, Louisa, si vous voulez rajouter un complément, il faut que vous activiez votre micro juste en dessous de la vignette de vidéo dans laquelle vous voyez Anne et les initiales PW qui s'affichent. Bien, donc la réponse devait être suffisamment claire. Merci pour cette réponse, Anne. Une question qui est posée en interne de l'équipe Tenerdis, mais parce qu'on a déjà eu le cas sur certains des dossiers dont on a connaissance. Est-ce que les centres techniques comme le CETIM ou le CETIAT seraient-ils considérés comme des acteurs de recherche pour cet appel? Quel va être leur statut? Anne, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Alors, je vais essayer de répondre. Donc, les acteurs de recherche, c'est les organismes de recherche de diffusion des connaissances, tels que décrits à l'annexe 1 du régime que j'ai mentionné tout à l'heure, dont les IRT et les ITE. Et il me semble que, enfin, pour nous, région, en tout cas, ce sera peut-être à valider avec BPI, mais pour nous, les centres techniques, ils peuvent être soit entreprises, soit organismes de recherche et de diffusion des connaissances. Serait au choix du centre technique pour être considéré dans un sens ou dans l'autre. Oui, parce qu'en fait, ils ont un statut un peu particulier et on peut les considérer comme l'un ou comme l'autre. D'accord, très bien. Donc c'est une réponse que je ne Mais connaissais pas. je vérifierai auprès de BPI qu'ils Est-ce que acceptent Louisa, bien le. vous partagez cette lecture du cahier des charges? Alors peut-être que Louisa a des difficultés pour activer son micro ou sa caméra. Si nous avons un retour qui, qui va dans un sens différent, on vous l'écrira bien entendu dans le... Ah, Louisa a réussi à nous rejoindre. Est-ce que vous Merci. m'entendez maintenant? Non. Non, C'est tout bon. toujours pas. Allez-y, nous vous écoutons. Pardon, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonjour à tout le Allez-y. monde. Alors, je pense que la question, c'était par rapport au centre technique, si c'était considéré comme un centre de recherche. Est-ce que vous... Alors,
Pour moi, dans l'essence dans l'essence de BPI France, oui, et je pense dans le cadre du PSPC. Alors, par contre, où je suis un peu embêtée, que c'est pas moi de vérifier ces points-là, mais sous les principes, pour moi, oui, on sont quand même considérés comme des centres de recherche ou comme des centres majeurs. Donc, pour moi, oui, mais dans tous les cas, nous, au BPI France, on les considère dans ce sens-là, si c'était ça la question. Pour les PSPC, je suis en train de regarder l'appel à projet. C'est en fait les seuls qui peuvent vraiment se positionner, sont les décideurs, en fait, s'ils acceptent les CETIM comme centre de recherche ou pas. D'accord. Dans le chat, je vois passer des réactions par rapport à cette question. Cécile Rocanière qui nous dit que le CETIM étant labellisé Carnot, ça peut être un impact pour son statut. Moi, je les considère, pour les aides de BPI France, nous, on les prend en compte comme centre de recherche ou dans tous les cas comme expertise technique. Ça, c'est clair. Après, dans les cadres du PSPC, est-ce qu'on a déjà eu les cas dans les anciens appels à projets? Alors, on a David Lhomme qui porte à notre connaissance que dans les FUI, donc qui précédaient les PSPC, le CETIM était considéré comme un laboratoire. Oui, c'est pour cette raison que moi, j'aurais la tendance que oui, mais le problème, c'est que c'est pas une science exacte. Et donc, c'est vraiment, il faut vérifier appel à projet par appel à projet. Et quelque part, c'est aux décideurs de trancher sur ce point-là. Mais moi, j'aurais la tendance de dire oui. S'il y a des montages ou s'il y a des sociétés qui souhaitent monter avec les CETIM, effectivement, ne bloquez pas tous ces points-là et vérifiez en parallèle. Mais moi, ça ne me choquerait pas. Très bien, merci pour cette réponse. Donc ça reste à confirmer, mais a priori, donc le CETIM devrait pouvoir être considéré comme laboratoire de recherche. Oui. On a eu le centre IBC, non, le centre technique de la plasturgie qui a bénéficié de subventions sur le premier appel à projet PSPC. Donc, je pense que c'est recevable. D'accord. Il faudrait que je vérifie s'il était PME ou organisme de recherche, mais c'est peut-être sur le taux de financement que ça peut varier. Ok, donc en effet, ça permettra de On vous confirme rapidement. Oui. Très bien, super. Merci. Alors, nous avons une nouvelle question qui a été posée également par l'équipe Ténardis. N'hésitez pas, pour tous les participants, à vous exprimer dans le chat, donc pour les 5 prochaines minutes, avant la conclusion. Comment seront financés les projets qui ont des partenaires en région et en dehors de la région? Par exemple, si on a un projet qui a des partenaires à la fois dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et en PACA. Alors, pour les projets qui sont sur 2 régions, il faut, comme pour les autres, que la somme apportée par la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Sud fasse 50% du total des aides demandées pour que l'État apporte les autres 50%. Donc, ce qui peut se passer, c'est que sur des projets nationaux comme ça, il faut bien que vous renseigniez sur le cahier des charges de l'autre région. Est-ce qu'il y a également des domaines spécifiés ou pas? Et est-ce que la région impose la labellisation par un pôle de sa région? Auquel cas, il faudra labelliser votre projet avec le pôle d'Auvergne-Rhône-Alpes et avec le pôle de la région Sud. Donc nous, on a eu le cas d'un projet où même si la région Pays de la Loire mettait toute l'enveloppe possible qu'elle pouvait mettre sur le projet, la majorité de l'enveloppe était dans notre région.
Donc, si le projet n'était pas labellisé par un pôle d'Auvergne-Rhône-Alpes, on n'aurait pas pu le passer. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Et comment dire, il faut que l'autre région, elle soit aussi intéressée par le projet. Mais comment dire, sur le dernier appel à projet, on avait à peu près la moitié des projets qui étaient strictement auvergnat-rhône-alpins, le cas le plus facile, et puis l'autre moitié qui étaient des projets nationaux, interrégionaux, et on se coordonne avec les autres régions pour obtenir les financements. Voilà. Et comment ça se passe si, par exemple, une des régions veut financer le projet et l'autre pas? Qui va trancher? Si une est favorable et l'autre ne l'est pas, Oui, c'est la région principale. Alors, c'est compliqué enfin, c'est pas forcément compliqué à identifier, hein, mais s'il y a 70% du projet en Auvergne-Rhône-Alpes, on aura une voix prédominante. Mais si PACA met un veto sur le projet, on sait que les acteurs de PACA, nous, on pourra pas les financer puisqu'ils sont pas sur notre territoire, c'est pas possible. Donc il faut que ce soit BPI qui les finance, enfin l'État. Donc si c'est une part minoritaire, ça peut passer. d'accord, ok. Merci pour cette réponse. Une autre question, est-ce que les collectivités participent aux sélections des projets lauréats? Donc par collectivité, j'entends par exemple pour la région, c'est principalement le Grand Lyon et la métropole de Grenoble, même si d'autres peuvent participer bien sûr. Alors, pour la sélection des projets, on a un comité de pilotage qui est État-région. Et donc, il y a l'ensemble des acteurs que je vous ai présentés tout à l'heure là qui sont autour de la table. Donc, il y a tous les ministères et BPI et le secrétariat général pour l'investissement. Donc ça fait l'État une voix. Et de l'autre côté, donc il y a Région de France qui coordonne les 13 régions. Et donc toutes les régions, ça fait une voix également. Donc c'est plutôt au niveau de la région. C'est plutôt les régions qui participent au processus de sélection des projets lauréats. Ceci dit, nous, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on travaille de manière très étroite avec le Grand Lyon, la métropole de Grenoble, de Saint-Étienne, de Clermont-Ferrand, Valence également, ou d'autres, la communauté de communes du Pays Grésivaudan. Donc on partage avec eux les projets et quand ils sont intéressés, ils nous le disent. Et donc quand une collectivité est intéressée, nous, par répercussion, comme région, on est aussi intéressés par le projet. Donc on porte aussi leur voix dans ce comité national, mais ils n'ont pas à proprement parler la possibilité de s'exprimer dans le comité. Très bien. Alors, on a une question de Hervé Baffy, qui a un projet dans l'énergie de 2 millions d'euros et demande à Tenardis vers quel guichet on pourrait l'orienter. Est-ce qu'on va vers le PIA ADEME, donc j'imagine système énergétique ville et territoire durable, le PSPC, donc j'imagine le PSPC région, ou le R&D Booster, dispositif de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quels avantages et différences et inconvénients entre ces trois dispositifs? Donc je vais laisser la parole à Céline Fallot qui va répondre à cette question. Oui, bonjour, je vais faire une réponse de Normand. Tout dépend du contenu du projet, à commencer par le niveau de TRL de départ. C'est vrai qu'on n'a pas avancé cette notion de TRL dans les présentations initiales. C'est des choses qu'on fait parfois. On peut en reparler en bilatéral. C'est le niveau de technologie de départ. Suivant le niveau de maturité du projet, on va orienter le projet vers un guichet un petit peu différent. En l'occurrence, c'est vrai qu'entre le PIA ADEME et le PSPC, il y a beaucoup de proximité. Le PIA ADEME a des attentes en termes de contenu thématique beaucoup plus précises que là, le PSPC qui, lui, est toute thématique confondue et c'est le même appel
pour l'ensemble des pôles de compétitivité. Sur le PSPC, on va s'attendre à trouver des projets avec un niveau de TRL de départ un petit peu plus bas. Et sur le pays ADEME, on va s'attendre à trouver des projets avec un démonstrateur et des résultats et l'observation sur la démonstration. Voilà pour faire schématiquement. Et après, on va regarder dans le détail la part de chacune des parties, à commencer par celle des laboratoires techniques et des laboratoires et des centres techniques pour le PSPC. Et c'est des choses qu'on va travailler avec l'ADEME aussi. Très bien, super. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec nous pour qu'on puisse nous pencher plus directement sur votre projet et rentrer plus dans le détail pour vous orienter de manière plus précise. Donc, on se tient à votre disposition pour la semaine prochaine. On a une nouvelle question de Guillaume Rudel. Comment s'effectue la répartition entre subventions et avances remboursables pour les aides attribuées aux grands groupes et aux PME? Là, peut-être que c'est Louisa qui pourra apporter la réponse. Sinon, allez-y. Ah non, je vous en prie, parce que moi, j'étais en train de dire, il faut qu'on regarde sous les conditions. Il y a un tableau dans la note. Donc, on a une distribution. Ah, la répartition entre subventions avancées récupérables sur les 25%. Exactement. Alors, la répartition pour l'État, il y a, je dirais, il me semble que c'est 50% d'avances remboursables et 50% de subventions. Pour les partenaires académiques, c'est que de la subvention, il n'y a pas d'avance remboursable. Et pour les entreprises, c'est de la subvention et ou de l'avance remboursable. Et après, ça dépend de votre financeur. Donc, si c'est l'État, ça sera moitié-moitié. Si c'est certaines collectivités, ça sera 100% avance remboursable ou moitié-moitié. Et si c'est la région, c'est 100% subvention. Donc, c'est vrai que c'est pas très confortable parce que vous savez pas à l'avance si ça sera de l'avance remboursable ou de la subvention. Mais ce qu'on essaye de faire quand même, c'est de donner l'avance remboursable plutôt au porteur du projet, à celui qui va assurer la mise sur le marché. Et ceux qui sont sur des étapes plus amont, a priori, ils auraient plutôt de la subvention. Très bien. Donc, c'est des choses qui vont se décider avec les financeurs au moment du conventionnement. Oui, enfin au moment de l'instruction et de la recherche des financements. Oui, tout à fait. Merci. Une question d'Alexis Pelletier. Dans le cas d'un groupe qui répond au PSPC Région, les frais de personnel de ces filiales sont-elles éligibles directement aux frais de personnel ou faut-il indiquer de la sous-traitance? Vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend, Louisa. Pour moi, tout ça dépend. Alors, techniquement, tout ça dépend de s'il y a réfacturation entre les différents établissements. Mais si on souhaite faire simple, idéalement, c'est qu'en fait, tout rentre en frais des personnels de la société. Par contre, tout ça dépend, en fait, c'est la filiale. Qu'est-ce que vous entendez pour filiale? Si c'est un établissement de la même société qui est basé ailleurs, c'est la même société, donc normalement, les frais de personnel sont uniques. S'il y a réfacturation interne, il faut faire attention. En fait, et comptablement, il faut voir s'il y a réfacturation entre les différentes sociétés. C'est tout à la nuance. Oui, je pense que donc Alexis Pelletier précise dans le chat qu'il entendait par filiale 2 entités qui ont des sirets différents. Est-ce que le DI se réfacture? C'est ça la question. D'accord. Donc, en gros, ce que je comprends, c'est que s'il y a facturation interne, parce que parfois, il n'y a pas facturation interne entre les deux. Dans le cadre d'une facturation entre les 2 entités, on est sur de la sous-traitance. Et s'il n'y a pas de facturation, dans ce cas-là, on est sur des frais de personnel, si je comprends bien. On est sur des frais de personnel. Les problèmes que dans ces cas-là, ils auront du mal à les justifier. En fait, le problème, c'est qu'il faut qu'ils apportent des justificatifs des frais de personnel
d'un établissement qui est différent, d'une société qui est différente de la société par rapport aux sirènes. Moi, je raisonne en sirène. Je vais avoir des frais de paye d'une société qui a une sirène différente de la société qui porte les projets. Et ça, au moment de la justification des dépenses, à fin de programme, selon comment c'est comptabilisé, ça peut effectivement poser question. Donc, il faut vérifier si c'est pertinent d'intégrer ces dépenses ou pas. S'il y a facturation, c'est beaucoup plus simple parce qu'on va les mettre en sous-traitance. D'accord. Après, tout ça, alors, ce que je suis en train de dire par là, que si la contribution, en fait, théoriquement, si la contribution de la filiale est majeure, on peut se poser la question, je veux dire quelque chose que ça va vous gêner, mais si la contribution de la filiale est majeure, on peut se poser la question pourquoi c'est l'établissement A qui porte les projets. Et si c'est qu'une question d'emplacement géographique, ça nous plaît moyen. Ça, c'est comme ça que nous, on applique à BPI France. Si la contribution est mineure, à voir comment effectivement on va les prendre en compte. Mais il ne faut pas que l'établissement A porte les projets et qu'en réalité la R&D soit fait chez B, qui en plus n'est pas dans la région. Très bien, merci. Excusez-moi, mais je suis très cash, hein, parce que ce sont des montages qu'on a vu passer parfois et au moment du contrôle, ça peut coincer. Bien sûr, mais on est là pour ça, justement pour anticiper les difficultés et faire en sorte que les dossiers n'aillent pas dans le mur, hein, bien sûr. Donc, merci en tout cas pour cette réponse très claire. Une question d'Asma Agouzoul. Les différents membres d'un consortium doivent-ils avoir le même niveau de TRL donc pour leurs objets ou leurs innovations respectives, j'imagine. Non. Et on peut avoir un projet qui se situe sur plusieurs niveaux de TRL. Mais bon, sachant qu'il faut le conduire en 2-3 ans, on va pas partir d'un TRL2 pour arriver à 7 ou 8. Mais non, on n'est pas. Il n'y a pas de contrainte sur le niveau de TRL. Il y avait aussi une question sur le taux de succès du premier appel à projet que j'ai vu passer. Tout à fait. Eh ben, écoutez, je l'affiche. Je l'avais prévu pour juste après. Ah, d'accord. Parce que j'ai fait mes petites stats. Laisse y répondre. Alors, sur le premier appel à projet, il y a eu 79 projets déposés pour 100 millions d'euros d'aide demandée. On en a retenu 36 pour 44 millions d'aides. Donc, ça fait un taux de succès de 44-45% selon qu'on prend le nombre de projets ou le montant alloué. Et si on fait un focus sur Auvergne-Rhône-Alpes, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça représente un tiers des projets. Donc c'est quand même considérable. Et ce qu'on a pu noter au fur et à mesure du déroulement du processus de sélection, c'est que la part de la région augmente. Donc on est assez fiers de ça, on est fiers de vous. Et on pense que c'est aussi parce que les porteurs de projets sont bien accompagnés par les pôles de compétitivité. Et donc nous, on a sélectionné 14 projets en région. Ce qui représente, j'arrive plus à retrouver le montant, mais en gros en Auvergne-Rhône-Alpes, on avait 64% de taux de réussite. Donc c'est un peu moins d'1 sur 2 au niveau national, mais chez nous c'est beaucoup plus. C'est 2 tiers. D'accord, merci pour cette information en effet. Donc une très bonne réussite dans la région et on s'en félicite. Oui. Donc je crois qu'on avait une deuxième enquête à diffuser. Nadine, je sais pas comment l'afficher. Eh bien la voilà. Super, merci.
Donc, je vous laisse quelques minutes pour y répondre. En attendant, donc, ça va me permettre de faire un petit mot de conclusion. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Bien sûr, à Anne Lebars et à Luisa Piccinini pour avoir répondu à toutes ces questions qui nous seront très précieuses pour pouvoir orienter les dossiers dans le bon sens pour faire en sorte qu'ils soient bien sûr financés. Merci d'avoir pris le temps de venir, de poser toutes ces questions. Et donc, pour plus d'informations, on va dire spécifiques à vos projets, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on vous a posé la question